Messieurs, chers amis, chers étudiants, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, IFAGE, pour cette conférence de lancement du master en actuariat. L'actuariat, pour nos amis de la presse que nous remercions d'avance pour la présence, l'actuariat, c'est l'association de 3 disciplines que sont la probabilité, les statistiques et les mathématiques financières en vue de traiter des opérations financières dans un environnement incertain. Des professionnels du domaine sont là et certainement reviendront plus largement sur cette définition. Je m'en vais tout de suite donc vous présenter le chronogramme de ce jour. Après l'accueil et l'installation des invités, nous aurons le mot de bienvenue de M. Kandi, qui est président directeur général de IFAGE, qui sera suivi donc de l'introduction du président de l'association des assureurs sénégalais, M. Mohamedou Moustapha Noba, qui est là avec nous. Sa présentation sera suivie de celle de M. Momad Ndao, dont nous ferons la présentation tout à l'heure. Et enfin, nous aurons la conférence de M. Mamadou Faye, qui sera suivie de questions-réponses sur le thème abordé et sur la formation en actuariat. Un mot de la fin sera dit ensuite. Et pour nos amis CRR, mes parents CRR, nous aurons un cocktail de fin. Voilà, puisque nous avons accusé déjà un léger retard, mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir M. Mandao Kandi, président directeur général de IFAGE, pour son mot de bienvenue. Merci. Monsieur le représentant du directeur national des assurances, monsieur le représentant du président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, la FANAF, monsieur le président de l'association des assureurs sénégalais, ASS, monsieur le président de l'Institut national des actuaires du Sénégal, l'INAS, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises d'assurance et du secteur tertiaire, monsieur le représentant du directeur général de l'IPRES, messieurs les membres du conseil d'administration de IFAGE, madame la directrice adjointe de IFAGE, monsieur le directeur des études de IFAGE, messieurs les professeurs, mes chers étudiants, honorables invités, chacun en vos rangs, grades et qualités, mesdames, messieurs, c'est à la fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi de vous accueillir à cette conférence de lancement du programme de master en actuariat de IFAGE. Je vous souhaite à cette occasion la plus chaleureuse et la plus cordiale bienvenue. En cette heureuse circonstance, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu accepter notre invitation malgré vos multiples charges. Cette marque d'attention confirme encore la confiance que vous portez en notre institution. Mesdames, messieurs les directeurs généraux, votre présence à cette cérémonie nous honore autant qu'elle nous rassure. Car de nos jours, aucune organisation ne peut se développer sans des ressources humaines qualifiées et compétentes. IFAGE, à travers ses programmes de formation, vous donne la possibilité de renforcer les capacités de vos collaborateurs. Mes remerciements vont également à M. Mohamedou Faye, qui a bien voulu accepter d'animer cette conférence dont la tenue suscite notre plus vif intérêt. M. Faye est le président de l'Institut national des actuaires du Sénégal. Donc, personne n'est aujourd'hui mieux placé que lui pour aborder ce sujet. Il est en plus directeur général de Senvi, mais également c'est un ancien collègue donc, de la CIMA, en tant que commissaire contrôleur des assurances.
Donc c'est une autorité qui effectivement va parler de quelque chose qu'il maîtrise et qu'il connaît très très bien. Je voudrais enfin féliciter très chaleureusement le comité d'organisation de cette conférence pour la bonne qualité de son organisation. Mesdames, Messieurs, lorsqu'il y a 3 ans, IFAGE, dans sa vocation d'institut avant-gardiste, tourné vers de nouvelles niches de formation dans le secteur financier, mettait en place le programme de licence en actuariat. Notre objectif était de former des chargés d'études actuarielles capables de s'adapter à diverses situations et d'innover dans les méthodes d'analyse afin de conduire les études pour modéliser les risques financiers et assurantiels. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le 10e anniversaire de notre institut, qui coïncide avec la sortie de la première cohorte de licence de cette filière actuarielle, permettez-moi de citer Alfred de Musset, qui disait à ses étudiants: pour réussir dans la vie, retenez bien 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Notre conviction est que nous pouvons le faire si nous le voulons ardemment. Nous réussirons à le faire si nous osons les changements qu'il faut. IFAGE a osé dans un secteur de formation qui jusque-là était la chasse gardée des institutions physiques, publiques et internationales. En 10 ans, IFAGE a été habilité par les autorités compétentes à délivrer les diplômes de licence en master, de licence et de master. De plus, nos programmes de formation ont été accrédités par les instances locales et internationales habilitées à cet effet. IFAGE vient également d'être élu membre à part entière de l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Bien évidemment, ce parcours a été semé d'embûches. Mais à chaque fois, nous avons pu relever le défi grâce au travail acharné mené par une équipe rigoureuse et disciplinée. Je profite donc de cette tribune pour adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de mes collaborateurs. La mise en place du programme de master en actuariat permet d'anticiper sur les réformes que la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA va engager tôt ou tard et qui devrait déboucher sur Solvabilité 2. Ces réformes vont placer les actuaires au cœur du système impliquant l'utilisation de modèles évoluant vers le big data. Au-delà de l'assurance, l'actuariat couvre, en termes de gestion de risque, le secteur bancaire, le secteur de la prévoyance sociale et s'étend de plus en plus vers le secteur industriel. Notre programme de master en actuariat n'est que le prolongement, donc, de notre programme de formation en licence, dont je disais tantôt, la première promotion sortira en fin juillet 2018. La présente conférence, dont le thème porte sur perspective et développement du métier d'actuaire en Afrique, est organisée pour le lancement officiel de ce nouveau programme. Cette conférence est donc une occasion pour lever le voile sur ce métier peu connu du grand public en Afrique. Nous espérons qu'elle puisse augurer de bonnes perspectives pour son développement en Afrique. Je vous remercie. Je peux rien dire. Tu as tout dit. Et comme je disais tout de suite à l'oreille, c'est que le petit bout que je lui ai dit, il a dit l'essentiel. Mais je dois sacrifier la tradition en parlant. Et je le fais avec beaucoup de plaisir, comme il a dit tantôt, au niveau du marché, nous sommes en train de réaliser un plan stratégique.
et la composante formation en est une très très importante. Donc permettez-moi donc de sacrifier la tradition en lisant un discours, mais la quintessence de mon discours, c'est que IFAGE est pour nous une composante réelle pour nous permettre de développer le marché. Merci. Donc, monsieur le représentant du directeur national des assurances du Sénégal, monsieur le maire, monsieur le représentant du président de la Fédération des sociétés d'assurance de la nation africaine, FANAF, monsieur le président de l'Institut national des acteurs du Sénégal, mon frère éminent, actuaire Mamadou Faye, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises, merci d'être venus, j'en vois certains dans la salle, et aussi les directeurs généraux de représentants de certains acteurs du secteur tertiaire, on a cité de l'IPRES, merci d'être venus. Messieurs les membres du conseil d'administration de l'IFAGE, bien sûr à sa tête l'éminent PDG, M. Mandao Kandji, qui me permettra de faire une petite incidente en disant que c'était en 2002 à Libreville, quand je prenais le nouveau chez lui, Roca était toute petite, qu'on a pensé à ce projet. Encore, alhamdoulilah, Monsieur le Président. Messieurs les professeurs, mes chers étudiants, fers de lance du secteur d'assurance de demain, et d'aujourd'hui et de demain, bien sûr, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand, il faut dire réel plaisir, que j'ai accepté cet honneur magnifique qui m'a été fait de participer au nom de l'Association des assureurs du Sénégal au lancement par l'IFAGE de son programme de master en actuariat. Je me réjouis fortement de cette noble initiative qui contribue au renforcement des capacités de nos ressources humaines en vue de contribuer au développement harmonieux du secteur de l'assurance, ici au Sénégal bien sûr, et en Afrique. Il nous a été enseigné, voilà plus de 30 ans, pour dire qu'on n'est pas jeune, hein, que l'actuariat par définition, le MCA en a parlé, et l'association de trois disciplines phares, les probabilités, les statistiques et les mathématiques financières, dans le but de traiter des opérations financières dans un environnement incertain, j'allais dire aléatoire. Mon professeur, Feu Ahmadou Kourouma, qu'elle l'accepte en son paradis, nous a appris que les compétences de l'actuariat couvrent plusieurs domaines techniques du métier de l'assurance. Nous rappelle-t-il, je cite ces domaines, la tarification, l'estimation des engagements réglementés, la gestion active-passif, ainsi que la gestion des programmes de réassurance. Si j'en oublie, bien sûr, mon éminent collègue, M. Mamadou Faye, pourrait en rappeler, mais je suis sûr qu'il y a 30 ans de cela. Vous avez tout dit. Mais non, je n'ai pas tout dit. Parce que pourquoi je n'ai pas tout dit? Non, parce que je n'ai pas tout dit, parce que il y a 30 ans de cela, le professeur Ahmadou Kourouma, que Dieu ait pitié de son âme, n'avait pas parlé de la transition vers l'écosystème digital. Parce qu'il y a 30 ans de cela, je me rappelle qu'on parlait de COBOL et de Frontran, je ne sais pas quoi. Le Fortran, voilà. Donc pour dire qu'il y a un aspect qu'il n'avait pas enseigné, et je pense que le président en a parlé dans son intervention. Et je pense que l'éminent professeur des jeunes compagnies, une compagnie qui est en train de faire son chemin au niveau du marché, c'est la CMD. Donc aura complété, comme je l'ai dit tantôt, ces enseignements très riches qu'on a reçus il y a 30 ans de cela, et comme on le voit, le monde avance, et IFAGE s'inscrit dans cette mouvance. Monsieur le Président, chers étudiants, il me plaît d'annoncer ici, et solennellement, que notre association prend l'engagement d'accompagner ce programme innovant, véritable composante de notre plan stratégique quinquennal. Plein succès à IFAGE, 10 ans c'est beaucoup. Et IFAGE a déjà inscrit ses lettres de noblesse dans la formation en Afrique. Félicitations encore. Du côté de l'Ébrié, IFAGE actuellement est en train d'inscrire donc sa marque, l'empreinte de sa marque. Et ceci confirme encore que IFAGE est devenu un hub international dans le cadre de la formation en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Association des assureurs sénégalais, Monsieur le représentant du président de la FANAF, Monsieur le Président directeur général de IFAGE et chers doyens,
Monsieur le conférencier et cher Goro, je dois avouer qu'il n'a pas encore donné mon soukeroukor. Soukeroukor, ça signifie le sucre du Ramadan. Messieurs les représentants du conseil d'administration des FAIJ, messieurs les invités, messieurs les directeurs généraux, mes chers étudiants, mesdames et messieurs les invités, le MC m'a présenté comme ancien directeur des études de l'IA, l'Institut international des assurances de Yaoundé, ce qui me fait terriblement plaisir parce que j'ai consacré les 10 années de mon existence que je n'oublierai jamais. Je suis un Camerounais, je suis un Ivoirien, je suis Malien, je suis Gabonais. Dans chacun de ces pays pris individuellement, je suis de la même nationalité que les autres. C'est dire que le métier de la formation est extrêmement valorisant, extrêmement enrichissant. C'est vrai que je suis commissaire-contrôleur des assurances. C'est vrai que dans une future vie que j'ai commencée depuis 2014, je me consacre aux collectivités territoriales. Je suis maire d'une collectivité territoriale. Pour dire que l'assurance mène à tout. Pendant près de 25 ans, ça fait plus de 25 ans parce que nous étions formés par le doyen Kagné, nous l'avons trouvé à la direction des assurances. Nous avons manipulé les chiffres, les comptes et les concepts juridiques et techniques. Mais vers la fin, nous avons senti le besoin de mettre cette expérience-là au service des populations locales. C'est pour cette raison qu'effectivement, depuis 2014, nous présidons aux destinées d'une commune rurale située dans le département de Nioro-du-Rip, au centre du Sénégal. Mesdames, Messieurs les invités, je voudrais donc, au nom du directeur des assurances empêchées, qui vous présente toutes ses excuses parce qu'il se trouve hors du territoire national, donc de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire qu'il est extrêmement honoré qu'effectivement, cette institution qui est IFAJ, qui abat un travail extraordinaire depuis 10 ans, se lance dans un projet extrêmement important et futuriste. Je veux dire le lancement du master en actuariat de IFAJ. Le conférencier y reviendra tout à l'heure. Le secteur de l'actuariat s'est beaucoup élargi. Aujourd'hui, les actuaires en assurance vie, en prévoyance sociale, etc., ont d'autres collègues actuaires. Parce qu'effectivement, dans le secteur industriel, et notamment en matière d'énergie, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a un conseil en actuariat dans le domaine de l'énergie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, le Sénégal va, dans les prochaines années, développer un secteur industriel pétrolier extrêmement important. Et c'est pour cette raison que nous voulons vraiment féliciter le président directeur général de IFAJ pour cette excellente initiative et pour dire que nous suivons avec une attention toute particulière la formation des jeunes cadres que vous êtes dans le secteur de l'actuariat et en particulier dans le domaine pétrolier et énergétique en général. Monsieur le Président, Directeur Général, chers invités, Mesdames, Messieurs, je ne vais pas dire davantage sur l'importance du thème puisque le conférencier, qui est effectivement un éminent assureur, un éminent commissaire-contrôleur, un éminent actuaire, vous fera une introduction extrêmement enrichissante et je suis sûr que des débats sortiront des perspectives intéressantes que la direction des assurances, le ministère de l'économie et des finances suivra avec une attention toute particulière pour en faire une exploitation la plus judicieuse possible. Monsieur le Président directeur général, Mesdames, Messieurs les invités, sur la base de ces quelques mots,
je voudrais déclarer ouvert le lancement du master en actuariat de IFAG. Je vous remercie. Je m'appelle M. Mohamed Moustapha Noba. Je suis là en ma qualité de président de l'Association des assureurs du Sénégal. L'actuariat, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est une science, comme je dis dans mon discours, il est vrai que c'est une science qui n'est pas récente, qui date de très longtemps. J'ai parlé de ma formation. Ça ne me rajeunit pas, qui date de plus de 40 ans. Et un éminent professeur, que Dieu ait pitié de son âme, le professeur Ahmadou Kourouma, nous avait appris que l'actuariat est un élément fondamental pour le métier d'assurance. Le métier d'assurance prend en compte un aspect très important, c'est l'aléatoire, c'est l'incertain. Et l'incertain, il est vrai que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît donc l'inconnu, mais il nous a donné la possibilité, avec des techniques scientifiques, de prévoir l'avenir. Donc, comme vous le savez, nous vivons dans un monde incertain. Il y a l'assurance, mais le fondement technique de l'assurance s'appuie beaucoup sur l'actuariat. Donc, c'est pour dire, pour notre métier en tant qu'assureur, l'importance de l'actuariat. Vous avez évoqué 3 points, notamment la probabilité, les statistiques et les mathématiques financières Mais voilà, mais je l'ai dit, hein, peut-être que il faut un peu pas galvauder le terme qui est très technique. Hein. Je parle de l'incertain. Donc quand on parle de l'incertain, c'est probabilité. Je pense que je vais taquiner certains d'entre vous en reprenant les cours de probabilité qui ont été au lycée. Vous vous rappelez les lois binomiales, les lois de Poisson, les lois normales. Donc ce qui permet un peu de définir le nombre de chances qu'il y a pour qu'un événement survienne. Donc c'est pour dire que l'actuariat tient compte de la probabilité. Deuxièmement, on parle des statistiques. Quand on parle de statistiques, déjà on pense au grand nombre. Les statistiques, c'est les grands nombres, c'est les grandes masses. Donc l'actuariat intègre les grandes masses. Et enfin, la mathématique financière, parce que nous sommes dans un domaine, nous les assurances, de principe indemnitaire. Parce que quand quelqu'un a un sinistre, on ne l'indemnise pas sur de ce qu'il a perdu, mais c'est l'argent que nous lui donnons. Donc vous voyez l'intégration de l'aspect financier dans la prise en compte des triptyques qui entourent l'aspect actuariat. Aujourd'hui, vous êtes revenu sur la situation des assurances. Les Sénégalais parfois ne maîtrisent pas tout souvent ce domaine. Oui, d'accord, parce que je pense que c'est bien qu'on produise cette audience parler de l'assurance. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients qu'au niveau du marché local des assurances, nous sommes confrontés à un problème de visibilité. Donc il est question pour nous d'être visibles, d'aller vers les grandes populations. Nous avons un taux de pénétration qui est encore très faible, à savoir 1,5%, pour dire que l'assurance nous contribue parfaitement à la réalisation du PIB du pays. 1,50 c'est rien. Et si on prend aussi la densité, vous l'avez dit, hein, la densité n'est pas importante, elle est autour de 5 000 francs CFA par an. Donc pour dire qu'il est inadmissible à ce jour, vu l'incertitude qui nous entoure, que l'assurance ne soit pas encore une solution pour permettre aux acteurs économiques, je parle des ménages, je parle des entreprises, de ne pas satisfaire leurs besoins de sécurité en faisant appel à l'assurance. Donc par rapport à ça, nous sommes conscients. Et la composante communication, visibilité, je peux vous dire qu'on l'a inscrit de façon très très claire. Donc nous assureurs vont beaucoup communiquer et c'est encore l'occasion de vous remercier, de nous donner la possibilité à travers le médium presse de nous adresser à une part de la population. L'enjeu de l'actuariat dans l'économie est un sujet très vaste. On peut la circonscrire au niveau du secteur assurantiel qui nous intéresse aujourd'hui pour dire que les actuaires sont des collaborateurs indispensables aux assureurs parce qu'ils permettent de mettre en place des modèles qui permettent de rationaliser la gestion des risques, de rationaliser effectivement la gestion financière des sociétés d'assurance pour obtenir des résultats. Ça nous permet également, nous, au niveau du contrôle, de pouvoir effectivement apprécier les provisions qui sont constituées au niveau des compagnies d'assurance beaucoup plus rapidement. Donc voilà un peu l'enjeu principal de l'actuariat dans notre secteur. Mais il faut dire que également, compte tenu des perspectives économiques très prometteuses qui s'annoncent pour le Sénégal dès 2021, il faut dire que l'actuariat épouse actuellement le secteur de l'énergie. On connaissait les actuaires en assurance vie, on connaît les actuaires en prévoyance sociale, mais de plus en plus, il y a des actuaires dans le domaine de l'énergie. Et qui dit énergie pense au pétrole, pense au gaz que nous allons commencer à exploiter à partir des prochaines années. Et je peux même vous dire qu'effectivement, il y a des conseillers techniques du président de la République
qui sont des spécialistes en matière d'actuariat dans ce secteur-là. Si aujourd'hui, IFAGE met en place un master en actuariat, nous ne pouvons que nous réjouir parce qu'effectivement, ça participe de ce que les jeunes de ce pays-là vont faire pour embrasser donc ces métiers-là. Oui, disons que on est dans le secteur financier n'est pas si secteur que cela. On est très ouvert. Mais effectivement, il faut privilégier parce qu'on ne peut pas exploiter un pays et se dire qu'on va réserver ça à des nationaux qui n'ont pas les moyens de les exploiter. Il faut que les Sénégalais se forment. Ça, c'est nécessaire. Et IFAGE, qui est un institut créé par un Sénégalais et qui forme au niveau de tous les pays de la CIMA, les 15 pays membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Il est heureux qu'effectivement cette initiative soit prise pour former des Sénégalais, des Africains à ces métiers nouveaux-là que sont l'actuariat, en particulier dans le domaine de l'énergie. Donc oui à la préférence nationale, mais à une préférence nationale compétitive. Merci beaucoup. Je suis vraiment très honoré aujourd'hui d'intervenir sur un thème d'actualité et surtout lorsque ça concerne une institution qui a été bâtie, qui a été sortie des fonds baptismaux par un homme que j'ai rencontré dans les années 80. J'arrivais tout jeune, élève ingénieur à l'Institut des statistiques. Il sortait de l'Institut international des assurances, au cycle supérieur. Quelques années après, nous nous sommes retrouvés encore au Sénégal. J'étais à la Fédération des sociétés d'assurance comme chargé d'études et lui, commissaire contrôleur et dirigeant du centre de formation des assurances, unité décentralisée de l'IA, où il m'avait fait le privilège d'intervenir dans les domaines des mathématiques financières et de la statistique. Quelques années encore plus tard, Dieu a fait que nous nous soyons retrouvés au temple du savoir. La CIMA, j'appelle la CIMA le temple du savoir parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Nous avons eu la chance de constituer la première promotion de la CIMA. On était 5. Et lui et moi, on a toujours fait équipe ensemble. Pratiquement, tout se décidait entre nous. Il m'appelait dans son bureau. Où est-ce qu'on devait aller? Abidjan, Kigali, partout, on tournait. Et nous avons, je crois, aujourd'hui, créé une institution qui a fini d'écrire ses lettres de noblesse. La CIMA est devenue aujourd'hui une institution extrêmement dense du point de vue de la surveillance des marchés et du point de vue de l'élaboration des règles du jeu qui fondent aujourd'hui notre profession. Donc, parler de l'actuariat aujourd'hui, c'était pour parler de M. Manawo Kandji, qui est aujourd'hui PDG de IFAGE et qui continue aussi à apporter son expertise en Afrique pour assister les entreprises d'assurance. Moi, j'ai fait un autre parcours. J'ai pris le risque de me retrouver à la tête d'une compagnie d'assurance, ce qui est assez périlleux et difficile. Mais bon, je pense que l'expertise aidant, nous pouvons nous en sortir. Nous allons parler aujourd'hui de l'actuariat et ses perspectives de développement en Afrique. Mais avant, nous allons parler du marché africain de l'assurance, avec ses perspectives de développement. Le marché africain, malheureusement, ne représente que 1,5% du chiffre d'affaires mondial. Aujourd'hui, avec 5 000 milliards de dollars à travers le monde, ça c'est toute l'Afrique. Quand on regarde la zone FANAF, avec 16 pays qui emploient 8 572 personnes environ,
et développe 2 milliards de chiffre d'affaires en vie et en non-vie, avec une répartition aujourd'hui 30% en vie et 70% en non-vie. Les provisions techniques pour les données des 15 pays, des 16 pays environ, portent sur 2 milliards. Il faut que je défile pour que vous puissiez voir. Hein. Bon. Hop, hop. Voilà. Ouais. Ouais. Par ailleurs, certaines études ont montré qu'un Africain dépense en moyenne $70 par an pour s'assurer, contre 1000 en Afrique du Sud et plus de $2700 en Europe. Ce qui montre que dans les 1,3% que crédités à l'Afrique, l'Afrique du Sud tire une très bonne partie. Nous avons le tableau que vous voyez ici, projeté. Ce tableau montre que l'Afrique a encore un potentiel extrêmement important qu'il faudra développer en s'appuyant sur les principaux défis du secteur et le besoin d'identifier des leviers de développement et la professionnalisation de l'assurance. Donc, vous voyez le tableau qui suit, qui donne un peu la répartition dans le monde, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique avec 1,3% du chiffre d'affaires mondial. Et malgré ces chiffres, la marge de progression du marché demeure importante au regard de l'émergence et du développement des opérateurs locaux, ainsi que de l'attrait que le continent exerce auprès des sociétés internationales. Le continent compte environ 600 compagnies actives dans 54 pays. À titre de comparaison, l'Europe en totalise près de 5000. Les 10 premiers marchés de la région concentrent plus de 90% du chiffre d'affaires et sans surprise, l'Afrique du Sud compte pour 75%. Vous voyez donc que nos pays de la zone CIMA ont encore beaucoup de choses à faire. Suivi par le Maroc qui, en 2015, affichait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Et depuis quelques années, nous avons constaté l'émergence de groupes africains à côté des groupes européens. Les groupes européens, c'est AXA, présent au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Algérie, et Allianz. Allianz qui est présent avec 17 filiales dans 12 pays de l'Afrique. On note également la présence de groupes africains. De groupes africains qui aujourd'hui est en train de se développer dans un environnement qui était la chasse gardée des groupes européens. Nous avons les Sud-Africains, Sanlam, présents dans 26 pays, mais ça, ce chiffre ne tient pas compte, je crois, de leur nouvelle acquisition avec la filialisation de Saham, du groupe Saham. Il y a aussi Old Mutual, qui envisage d'avoir 10 millions de clients supplémentaires d'ici 2020. Nous avons aussi l'entreprise kenyane UAP Holdings, très présente en Afrique de l'Est. Nous avons le groupe Sunu. Nous avons les Marocaines avec Saham et Wafa. Nous avons également NCA, le groupe NCA. Et enfin, le groupe Activa qui compte 7 filiales, même si ce n'est pas dans la zone CIMA, mais qui sont au Ghana, en Guinée-Conakry, au Libéria et au Sierra Leone. L'entreprise a mis en place un important réseau
qui aujourd'hui permet la souscription de solutions d'assurance globalisées via une plateforme unique qui est basée au Cameroun. Nous avons également d'autres groupes, le groupe SAR de notre ami Michel, mais qui sont moins importants en nombre, c'est pourquoi on ne les a pas cités, mais aussi ce sont des groupes parce qu'installés dans un certain nombre de pays. Ainsi, en Afrique, le taux global de pénétration aussi autour de 2%, mais atteint 10 à 20 parfois, compte tenu un peu des acteurs financiers. La commercialisation se fait via le courtage, mais de nouveaux modes de distribution marchent, à savoir le réseau bancaire avec la banque assurance. Aujourd'hui, on y reviendra, on parle beaucoup de banque assurance, mais le terme, il est un peu galvaudé chez nous. En Europe, quand on parle de banque assurance, c'est beaucoup plus les banques qui commercialisent des produits d'assurance qui sont leurs propres produits. Alors que chez nous, le banquier est en quelque sorte un intermédiaire qui commercialise les produits de compagnies d'assurance. C'est en cela d'ailleurs qu'il existe l'assurbanque, c'est-à-dire des compagnies d'assurance qui ont leur banque. Alors, le schéma suivant est très intéressant. Lorsque nous regardons ce schéma, c'est bon, voilà. Lorsque nous regardons ce schéma, on voit bien avec le graphique de gauche que l'Afrique ne représente que 1,3%. Mais avec le graphique de droite, vous voyez, ce sont les taux, c'est la croissance qui donne la croissance moyenne entre l'Afrique et les autres. Vous voyez que les pays de la FANAF aujourd'hui connaissent des taux de croissance extrêmement importants par rapport au reste du monde. Quand on regarde la croissance moyenne au niveau mondial, on est à moins de 1,5%. Alors que quand vous regardez la croissance moyenne au niveau de la FANAF, nous sommes au-dessus des 3%. Et qu'est-ce qu'il faut noter? C'est que l'assurance vie a une croissance extrêmement importante. L'assurance vie, qui est le domaine de prédilection des actuaires, connaît une croissance extrêmement importante. C'est le cas au Sénégal. Dans notre pays, aujourd'hui, le taux de croissance de 2016 étant de 15% environ, la vie est à 25%, et donc c'est la vie qui tire un peu la croissance de nos marchés. Et depuis un certain nombre d'années, la croissance est à 2 chiffres au niveau de la vie et constitue le moteur de croissance du marché. Nous avons également un autre tableau qui est un tableau avec les chiffres de la FANAF, qui donne un peu l'évolution de notre activité sur un certain nombre de paramètres, sur un certain nombre d'indicateurs. Vous voyez que les primes émises ont augmenté de plus de 150% entre 2012 et 2016, en vie, alors qu'ils sont l'augmentation est de 128% pour la non-vie. Les prestations ont augmenté, les frais généraux, c'est normal, c'est le corollaire, les commissions normales, les provisions techniques également, les placements ont augmenté de 151% pour l'assurance vie. Donc, vous voyez que ce tableau nous donne un certain nombre d'indicateurs qui montrent que l'assurance est en train d'évoluer à grands pas sur nos marchés. Donc, comme on l'a dit, le marché de l'assurance offre de belles perspectives en Afrique, même si les taux de pénétration sont encore bas. Bien que le taux de pénétration dont on affaiblit l'Afrique, moi j'ai une autre préoccupation par rapport au taux de pénétration, parce que le taux de pénétration, peut-être pour ceux qui ne sont pas de notre profession, c'est le rapport entre le chiffre d'affaires et le PIB. Alors, le chiffre d'affaires et le PIB, donc ce rapport donne le taux de pénétration des marchés. Les gens disent toujours, oui, il est faible, il est faible. Je dis, c'est normal. Parce que c'est un rapport.
nous avons un numérateur et un dénominateur. Le PIB de nos pays, nous avons des pays en croissance aussi, Sénégal avec 7%. 7% de croissance du PIB au Sénégal, je dis toujours à mes amis actuaires ou statisticiens, il faut me calculer quelle est la croissance que devraient connaître nos marchés pour que ce taux de pénétration ne baisse pas. Parce qu'il suffit d'une petite croissance du PIB qui est extrêmement important, qui sont des milliards, c'est-à-dire 1% de 1000 milliards, c'est vraiment différent de 2% de 100 milliards. En termes de valeur absolue, en valeur absolue, l'écart est énorme. Donc les efforts que nous devons faire pour faire croître le taux de pénétration du marché sont encore extrêmement énormes, du fait simplement que notre PIB est en train d'augmenter considérablement, surtout au Sénégal avec 7%. Il faudra que les assureurs soient très performants pour que le taux de pénétration ne baisse pas. C'est un peu une réflexion que je pose souvent. Bien, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un développement, il y a des perspectives de développement qui sont là. Mais ces perspectives, généralement, sont tributaires, j'en ai noté quelques-uns, de la stabilité des pays, du pouvoir d'achat des populations. Donc, quand il y a croissance et que la croissance profite aux populations, ça peut être un levier pour développer. 3, d'une bonne réglementation, parce qu'une mauvaise réglementation peut vraiment gâter un marché. Nous nous sommes battus pendant 2 ans, 3 ans avec la CIMA, bien qu'étant des anciens. Moi, quand je parle, on me dit, mais vous étiez là avant. J'ai dit, oui, j'étais là, mais je ne fonctionnais pas comme ça. Et avec un sujet qui me tient à cœur, maintenant, les gens de la CIMA disent que Mamadou, même quand vous parlez de banque assurance, il va amener le capital. Je dis parce que c'est un sujet qui me préoccupe. On a augmenté le capital à 5 milliards sans qu'il y ait une raison ni technique, ni économique, ni vraiment, personne ne comprend. Donc, une mauvaise réglementation peut plomber nos sociétés. Il faut faire une réglementation, à mon avis, dans le sens du développement de nos marchés. Il faut libéraliser, il faut inciter fiscalement, il faut élargir la gamme des produits, des produits obligatoires, etc., etc. Et une étude a démontré que les pays où il y a le plus d'assurance obligatoire ont un marché beaucoup plus développé. Quand vous regardez la France, il y a plus de 100 assurances obligatoires. Le Maroc, c'est pareil. Et en Afrique, on traîne avec la RC toujours et quelques 2 ou 3 assurances obligatoires. Il faut pousser les Africains à consommer de l'assurance. Et pour faire consommer de l'assurance, il faut rendre obligatoire. Il faut inciter. Et the last but not the least, comme disent les anglo-saxons, il faut des ressources humaines de qualité. On ne peut pas développer un marché, même si on a la meilleure réglementation, on a les meilleurs produits, on a les meilleures conditions fiscales, etc. Si nous n'avons pas les hommes qu'il faut, nous ne pourrons pas développer nos marchés. Sarkozy le disait que la tâche la plus redoutable d'un dirigeant, c'est le choix de ses collaborateurs. Et c'est ce qui manque le plus dans nos marchés, malheureusement. Aujourd'hui, je pense que la formation doit être au cœur du développement. La formation doit être au cœur du développement. Des initiatives comme IFAGE sont à encourager et à soutenir. Prendre le courage, parce que le métier d'actuaire qui sera aujourd'hui au cœur de nos discussions, il faut avoir le courage de se lancer dans la formation. IFAGE a commencé avec la licence. Aujourd'hui, avec le master, je pense qu'il faut encourager et soutenir. Non seulement encourager, mais soutenir. Donc, le lancement de son master d'actualité, comme je l'ai dit aujourd'hui, est une forte illustration du travail qui est en train d'être fait. Maintenant, ça nous amène à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il fallait amener le sujet, voir un peu le développement de notre profession et
quelles sont les conditions d'une émergence, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'un développement harmonieux. Parce que quand on se développe dans le désordre, ce n'est pas bon. C'est comme une femme qui grossit dans tous les sens, ce n'est pas bon. Il faut grossir là où il faut. Hein. Il faut un développement contrôlé. Et pour un développement contrôlé, il faut des ressources de qualité. Et l'actuaire joue un rôle extrêmement important dans le développement des marchés, dans même le fonctionnement des marchés. Aucun produit ne peut se concevoir sans un actuaire. Aujourd'hui, pour fixer la prime, j'avais un ami polytechnicien qui était arrivé dans la profession et qui tous les jours me disait, tu sais, une prime c'est quoi? C'est une fréquence multipliée par un coût moyen. Et un jour, je lui ai dit, mais d'accord, mais une fréquence multipliée par un coût moyen. Et comment en est-on arrivé à ça? Comment on a pu... Qu'est-ce qui justifie ça? Parce que quand vous vendez une formule, il faut pouvoir justifier ça. Quand vous étiez dans les classes de lycée, avant, la formule, c'est la dernière, c'est la fin. Il faut avoir un développement, etc. Et cette formule, prime égale croissance multipliée par, égale fréquence multipliée par coût moyen, ne dérive que de l'observation. On observe un nombre de risques grand N. Ce nombre de risques grand N, on l'observe sur un temps suffisamment long. On regarde combien de risques ont connu un sinistre, petit n, et on dit, avec la base de notre métier, qui est la mutualité, la charge de sinistre occasionnée par ces N sinistres vont coûter S. Et pour trouver la prime qu'il faut, il faut que cette somme, cette somme soit répartie entre le nombre de clients. Donc vous avez un grand S divisé par un grand N qui vous donne la prime. Mais jusque-là, nous sommes S sur grand N. C'est une petite... Les futurs acteurs vont comprendre. Alors, quand vous avez une... Malheureusement, on n'a pas de tableau. Quand vous avez donc une... Donc, non, très simplement, quand vous avez donc une prime P qui est égale à un grand S, c'est-à-dire la somme des sinistres, divisé par le nombre de risques, vous avez la prime. Mais vous savez qu'on vous a appris à l'école que quand vous multipliez par un même nombre, un numérateur et un dénominateur, vous ne changez pas le montant de l'égalité. Donc, grand S sur grand N, quand vous multipliez par petit n en haut et petit n en bas, et que vous faites un petit réaménagement, vous vous retrouvez avec grand S sur petit n et petit n sur grand N. Et grand S sur petit n, c'est le coût moyen, et petit n sur grand N, c'est la fréquence. Vous voyez donc que tout ça, c'est de la statistique à la base. Donc l'actuaire est un statisticien. Donc qui dit statistique, qui calcule des probabilités, mais dont le métier est tourné aux problèmes d'assurance, mais également de prévoyance. C'est mon ami et frère, le directeur technique de l'IPRES est là. Je crois qu'ils font beaucoup d'actuariat. Donc les sociétés... Parce que c'est de l'actuariat social. Parce que l'actuariat, il y a la partie répartition, il y a la partie capitalisation, il y a la finance, il y a etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Quand vous allez dans les écoles d'actuaires, il y a une bonne partie de l'actuariat qui parle des régimes de répartition. En vous appelant des taux comment on calcule les taux de remplacement, etc., etc. Donc Diabaté, qui est le directeur technique de l'IPRES, en sait quelque chose. Alors, donc telle est la définition qui est donnée par le dictionnaire, mais en fait, l'origine du mot est latine, actuaris, qui veut dire scribe chargé de la rédaction des procès-verbaux. Le terme, dans sa signification moderne, nous vient de l'anglais actuary. Et c'est en Angleterre et plus tard aux États-Unis que s'est tout d'abord développée cette spécialité. C'est aujourd'hui encore dans ces pays qu'il existe le plus grand nombre d'actuaires. Le terme allemand, je ne suis pas allemand, que les Allemands m'excusent, Versicherer Mathematiker montre d'une façon évidente
la relation privilégiée qui existe entre l'actuariat et les mathématiques. Donc l'actuaire ou l'actuariat est apparu dès que s'est posé le problème d'organisation et de financement d'un système d'assurance sur la vie. Pour garantir la pérennité d'un tel système, il était indispensable de disposer de statistiques permettant et de tables de mortalité. Je pense que vous connaissez un peu les tables de mortalité qui décrivent la mortalité d'une population donnée sur une période donnée, et d'une méthode de calcul permettant d'assigner à chaque adhérent et adhérente une contribution financière équitable. Ça veut dire, en résumé, c'est l'actuaire qui permet de dire qui paye quelle prime. Parce qu'aujourd'hui, quand dans nos pays, tout est simplifié malheureusement, la prime auto que vous payez, que vous soyez une femme, un homme, un vieux, un enfant, c'est la même chose. Mais normalement, quand on fait une bonne tarification, il doit y avoir une discrimination entre la prime d'une femme, parce que les femmes font moins d'accidents. Parce que tout est sur l'observation. C'est le nombre d'accidents. C'est le nombre d'accidents qui permet de déterminer la prime. On ne peut pas prendre des gens qui ne font jamais d'accidents et leur faire payer la même prime que des gens qui sont les TPV et autres, là, qui font plus d'accidents. Voilà. Donc tout ça, c'est le travail de l'actuaire. Donc, avec le développement de cette activité aussi, aucun domaine de l'assurance n'est ignoré. Nous avons l'habitude de penser que l'actuariat ne porte que sur les domaines de l'assurance vie. Mais ceux qui ne le savent pas, l'assurance dommage, l'actuariat en assurance dommage est plus difficile même que l'actuariat en assurance vie. C'est beaucoup plus complexe. Les gens ont tendance à penser le contraire. Quand vous passez à l'IA, on vous fait un peu de statistiques en actuariat dommage et beaucoup de formules en actuariat vie, et vous pensez que l'actuariat vie est plus difficile. Mais l'actuariat dommage est beaucoup plus complexe. Parce que modéliser des risques en aviation, des risques en incendie est plus difficile que modéliser les risques de décès. Lorsqu'on a une bonne table de mortalité, les risques de décès est lu pratiquement sur les tables. Et là-bas, il faut des expertises, il faut vraiment beaucoup de statistiques pour le faire. Donc, les domaines de l'assurance, de l'actuariat, sont aussi complexes et diversifiés. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes les banques, en tout cas dans la plupart des banques, il y a des actuaires. Dans les institutions financières, il y a des actuaires. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que dans notre promotion à l'NSAE, il y a presque 90% qui sont allés dans les banques et les entreprises et les sociétés financières que dans les compagnies d'assurance. C'est très curieux, mais la partie actuariat finance est beaucoup plus développée que la partie actuariat assurance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées. Il y a également le volet réassurance. Le volet réassurance de l'actuariat est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, ce n'est pas au pif qu'on détermine le montant de la rétention d'une compagnie d'assurance. Ce sont des calculs actuariels qui permettent de dire cette société, avec ses fonds propres, avec son profil de risque, quel type de réassurance elle doit avoir, quel niveau de rétention elle doit avoir, quel est le montant de la cession qu'elle doit faire. Pour la petite histoire, quand j'étais à l'NSAE, mon ami Sidi Faye est venu à Paris et je lui ai montré notre devoir de réassurance en actuariat. Quand il a fini de lire, il ne savait pas que c'était de la réassurance. C'était des modèles extrêmement compliqués, extrêmement complexes. La réassurance est très complexe. Nous, ce qu'on nous montre, ce qu'on enseigne dans les écoles aux assureurs, vraiment, c'est ce qu'on appelle le produit fini. Le produit fini après le travail des actuaires. Donc, ça veut dire que les fondamentaux de l'assurance même, c'est l'actuariat. Nous avons parlé de ses implications et de ses applications aussi bien dans les banques, les entreprises financières que dans les sociétés de gestion d'actifs, parce qu'aujourd'hui, il y a un métier qui est extrêmement important en Europe,
et qui n'est pas encore prise en charge par les assureurs africains. C'est la gestion actif-passif. La gestion actif-passif, c'est tout un métier. Je vais prendre deux exemples simples. Lorsque une entreprise d'assurance vie vend des contrats et que ces contrats se dénouent dans une durée moyenne de 10 ans, les primes collectées, l'entreprise d'assurance les investit par exemple dans des obligations d'une durée moyenne de 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 7 ans, l'entreprise d'assurance va courir ce qu'on appelle un risque de taux. Parce que l'entreprise a aujourd'hui un taux sur 7 ans de 6%, et au bout de 7 ans, quand ces obligations arrivent à maturité, il va devoir qu'il les replace parce que dans 10 ans, ces contrats vont arriver aussi à maturité. S'il ne trouve pas le même taux, il va courir ce qu'on appelle un risque de taux, c'est-à-dire un risque de réinvestissement, ce qu'on appelle un risque de réinvestissement. On peut avoir le contraire. L'entreprise investit sur des obligations qui arrivent à maturité sur 10 ans, et au bout de 7 ans, les contrats arrivent à échéance. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va être obligée de monnayer actif-passif est conçu pour permettre à l'assureur de gérer de manière coordonnée le passif et l'actif. Il faut que l'actif soit adossé sur le passif de telle sorte qu'à chaque échéance, les engagements soient pris en compte. Et ça, c'est le travail des acteurs. Une entreprise d'assurance peut couvrir tous ses engagements, mais avoir des difficultés pour faire face à ces engagements. Parce que son actif n'est pas monétaire. Parce que son actif, il a peut-être investi sur des obliques qui sont ad vitam aeternam, il a mis l'argent dans la pierre, il a mis dans des actions, il a mis dans des supports qui ne lui permettent pas à tout moment de faire face à ses engagements. Parce qu'on doit pouvoir modéliser son passif de telle sorte que chaque année et chaque période, qu'on sache qu'il doit y avoir tant de millions qui vont être demandés par les assureurs et il faut qu'il y ait de l'argent pour payer. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les investissements soient faits de telle sorte qu'à tout moment, l'entreprise peut faire face à ses engagements. Sinon, les risques sont là, risque de liquidation, risque de réinvestissement, risque de taux, etc. Parfois, risque de contrepartie, parce que peut-être que tu as prêté l'argent à des gens qui vous ont promis 12%, mais à l'échéance, ils n'ont pas payé. On est face à un risque de contrepartie. Donc ça, ce sont des exemples sur lesquels je voulais m'arrêter pour parler d'un sujet extrêmement important qui, aujourd'hui, accompagne l'actuariat et fait partie vraiment des applications récentes de l'actuariat. Et ça, c'est beaucoup plus... Et la gestion actif-passif a été empruntée aux banquiers par les assureurs. Parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui est utilisé dans les banques. Parce que les banques aussi courent des risques. Par exemple, on peut prendre... parce qu'il y a ce qu'on appelle les options cachées. Ça, c'est de la finance. Au niveau, le banquier a une option cachée, le client a des options cachées. Vous, en tant que client, vous avez la possibilité d'aller à la banque et de prendre à tout moment votre argent. Alors, si le banquier a pris tout l'argent et l'a prêté, il y a un problème. Le banquier peut prêter de l'argent à quelqu'un et cette personne, au lieu de respecter l'échéancier, fait un prépaiement et vient solder son crédit. Alors, tout ça, ce sont des modèles qui sont mis en place pour gérer ces risques. Et chez nous aussi, ces risques existent. Par exemple, quand vous prenez le rachat, c'est une option cachée. Parce qu'une fois que la personne a 2 ans, il peut venir prendre son argent à tout moment. Donc, si vous n'avez pas modélisé les flux de rachat, vous risquez d'être dépassé. Les gens vont venir racheter, vous n'avez pas d'argent,
vous faites de la cavalerie ou bien vous faites durer, et quand les contrôleurs passent, on voit des provisions de rachat qui sont là, des provisions, il y a là même des provisions de capitaux parfois échues. Et c'est une catastrophe. Quelqu'un qui arrive à la retraite, il faut payer. Quelqu'un qui vient demander un rachat, la réglementation vous donne 1 mois pour payer. Et ce sont encore une fois des modèles complexes, mais qu'il faut mettre en place pour faire une gestion optimale. Et ça, c'est le travail des acteurs. Il faut qu'on s'y mette. Nous avons également, on va aller un peu vite parce que le temps passe, nous avons aussi parlé des applications de l'actuariat dans les pays du Nord et dans les pays en voie de développement également. De plus en plus, nous avons ces applications. Et pour toutes ces applications aussi complexes et diversifiées, l'actuariat est considéré comme une science. Donc l'actuariat en tant que science, parce qu'à partir d'informations disponibles, tente de calculer l'avenir en vue d'une plus grande sécurité. Reprenant un vocabulaire récent, on dit que l'actuariat se sert d'une science dure, qui sont les mathématiques, pour mesurer les risques de l'avenir, prédiction qui relève plutôt d'une science molle. La science actuarielle ne peut être donc nationale, elle est forcément internationale et universelle. Universelle, elle l'est également dans la recherche et le progrès scientifique pour l'application des mathématiques. Universelle, elle l'est également dans le champ d'application de ces techniques. L'actuaire travaille sur des données rassemblées dans différents pays, mais relevant le plus souvent de phénomènes qui ne s'embrassent pas de frontières. Un décès est un décès partout, un tremblement de terre est un tremblement de terre, et une catastrophe radioactive n'arrête pas ses effets au poste de douane. C'est pour simplement dire, c'est pour revenir sur une question qui me préoccupe vraiment. Chaque fois qu'il y a un appel d'offres, en tout cas au Sénégal, c'est ce que j'ai constaté, Mademoiselle Diop, ce qui se passe est scandaleux. Vous prenez une personne qui a 50 ans, qui emprunte 1 million. Comment pouvez-vous sortir des taux de primes qui vont dans tous les sens, alors que vous utilisez la même table de mortalité? Une même table de mortalité, mais on ne peut qu'avoir une même prime. La différence peut peut-être intervenir sur les chargements, et les chargements sont encadrés par la CIMA. Mais vous allez voir quelqu'un qui va vous mettre un tarif. Je parle même pas de tarifs chargés, mais des tarifs hors chargement qui vont dans tous les sens. Et ça également, c'est quelque chose qu'on est en train de combattre. Mais malheureusement, je le dis, au niveau de l'Institut des actuaires, chaque fois qu'on a réunion, on en parle. Je dis à mes cadets, il faut que vous soyez très professionnels, parce que si vous faites payer une prime inférieure à la prime normale, mais vous le payerez plus tard. C'est très clair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais que la prime qui est demandée, c'est la somme des sinistres divisée par le nombre de clients, mais si vous faites payer à ces clients moins que cette prime, la somme ne sera pas suffisante et vous ne pourrez pas payer. Parce que vous n'aurez pas réussi à collecter autant de primes qui vous permettra de payer. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. L'actuaire vous dit que cette prime, c'est 100. Si vous vendez à 50, demain, s'il y a sinistre, vous ne pourrez pas payer. Et toutes ces sociétés qui ont des difficultés, la plupart du temps, c'est que soit ils ont pris les primes, ils les ont mangées, c'est-à-dire ils ont fait plus de frais généraux que ce qu'on leur a permis, ou bien ils ont demandé moins de primes, ou bien ils ont donné des surcommissions aux courtiers. Et ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire comme je leur dis souvent ça, comment ils appellent, les trucs de... comment ils s'appellent ça encore? Tellement ça me rebute que... les petits frais qui accompagnent les primes, les coûts de police, ils les donnent aux courtiers. Et quand la CIMA vient, il leur dit de calculer la provision pour risque en cours, il dit, ah, vous me mettez ces coûts de police. Donc, vous allez calculer un engagement pour lequel vous n'avez pas la contrepartie. Parce que si l'engagement est calculé à partir de la prime plus les coûts de police, vous avez sorti les coûts de police que vous avez donnés, le contrôleur vient, vous redresse sur les coûts de police, mais vous n'avez pas la contrepartie. C'est-à-dire vous n'avez pas l'argent qui correspond à ces coûts de police qui vous permet de faire face à la provision pour risque en cours. Donc tous ces redressements
font que les gens ont des difficultés parfois. Donc, l'évolution de la science actuelle, on a parlé donc de l'actuariat comme étant une science actuelle, et cette évolution est passée par 3 phases. Nous avons connu la période de calcul d'actualisation sur des phénomènes discrets. Pour ceux qui ont fait de la statistique, on parle de variables discrètes, de variables continues. Les variables discrètes, ce sont les variables prises 1 à 1, à partir de données suffisamment nombreuses rassemblées au niveau national. Et ensuite, nous avons connu les méthodes déterministes qui consistent à regarder le passé pour projeter l'avenir, mais sous une hypothèse supposée forte, qui est la stabilité des données. C'est pour les... On vous parlera de ça plus tard, peut-être en master. C'est ce qu'on appelle les chaînes de Markov, dont on parle en calcul stochastique. On dit que l'information d'aujourd'hui est contenue dans l'information passée. C'est-à-dire, quand on a l'information passée d'aujourd'hui, il suffit, il y a le passé qui est contenu dans le présent. Et donc, avec une bonne stabilité, on peut avoir des évolutions intéressantes. Et la dernière étape, la dernière période, c'est ce qu'on appelle la période stochastique. Pour ceux qui feront le master d'actuariat, il faudra bien se préparer à cette matière. C'est une matière qui a dérangé tous ceux qui sont passés par l'actuariat. Le calcul stochastique, c'est vraiment la base vraiment de tout ce qui est la finance, de tout ce qui est l'actuariat poussé. Bon, ça, je pense que aussi, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de s'abstraire, comme on dit, de la flèche du temps en étudiant la loi de probabilité de chaque variable. Aussi, à cette fois-ci, on donne une loi de probabilité pour chaque variable. Et maintenant, nous entrons dans une ère nouvelle qui est celle de la corrélation entre les variables et comment ces variables sont-elles corrélées entre elles et peut-on tenter une mesure de cette corrélation. Encore, ça se complexifie de plus en plus. C'est, comme disait un de nos éminents professeurs, il dit que la gestion actif-passif, c'est rendre quelque chose de simple plus complexe. L'actuariat devient de plus en plus complexe parce que nous avons des produits de plus en plus complexes et des outils de plus en plus complexes pour gérer. Parce que plus c'est complexe, mieux on gère l'information. Vous pouvez aujourd'hui regarder, c'est ce que je dis à mes agents, je dis, vous me présentez un rachat, sans me mettre le motif du rachat, je ne signe pas. Parce que j'ai besoin, à la fin de la période, de savoir quelles sont les raisons qui ont poussé les gens à racheter. Et c'est ça qui va te permettre de modéliser les rachats. De savoir que pendant les fêtes de Tabaski, pendant les fêtes de fin d'année, les gens rachètent beaucoup plus et vous prévoyez la trésorerie pour ces périodes-là. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, devenir actuaire, quelles sont les qualités requises? Des compétences pointues en mathématiques, ça c'est important, c'est très important, et statistiques, mais aussi en droit, fiscalité, économie, gestion et finance. Les gens pensent que l'actuaire, c'est seulement... Si vous êtes un actuaire simplement fort en mathématiques et en proba, vous n'êtes pas complet. Vous savez, j'ai connu beaucoup de gens qui ont échoué après avoir fait un bac C très brillant, mais qui ont échoué dans les écoles d'ingénieurs parce qu'ils n'étaient bons qu'en maths et physique. Ça, j'ai vu des gens qui ont été réformés à Polytechnique parce que simplement, ils étaient très forts en maths et physique, mais quand vous rentrez dans les écoles, il faut connaître autre chose. À Polytechnique, on va vous apprendre la gestion, la comptabilité, etc., etc. Donc, si vous voulez être un actuaire complet, il faut absolument que vous soyez aussi... en tout cas, même si vous n'êtes pas fort dans ces matières, c'est avoir la culture de ces matières. C'est ce que je dis aux contrôleurs. Je dis aux contrôleurs souvent, quand je fais un cours, vous ne pouvez rien ignorer. Un contrôleur, il doit connaître tout. Il peut ne pas être fort partout, mais il doit avoir la culture de son métier. Il m'est arrivé de contrôler une compagnie, et quand j'ai posé au directeur général, est-ce que vos PM étaient ilmérisés? Il m'avait demandé de décoder mon langage. Pour un directeur général d'une société vie, il me demande de décoller mon langage. Alors celui-là, je suis sûr que ces PM ne sont pas ilmérisés. Ou bien s'ils le sont, peut-être que c'est mal fait. Bon, il faut être méthodique, il faut être rigoureux aussi.
Il faut avoir un esprit de synthèse et de goût pour l'analyse et l'abstraction. Mais également, il faut être quelqu'un de coopératif. Il faut convaincre, négocier, surtout maîtriser l'anglais. L'anglais est extrêmement important et indispensable, puisque les fonctions de l'actuaire peuvent s'étendre jusqu'à l'international. Alors, Monsieur le Président, nous sommes au terme de notre présentation. Nous pouvons dire sans embâche qu'avec les perspectives de développement du marché africain des assurances, l'avenir ne peut se construire sans une science comme l'actuariat. En tant que science qui permet de décrire et modéliser de façon prédictive certains événements futurs, tels que par exemple la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées, elle est naturellement à la base du fonctionnement de notre industrie. De ce point de vue, les assureurs africains devraient se l'approprier, à l'instar des pays du Nord, pour la construction d'un marché des assurances stable et prospère, capable de prendre en charge les besoins des populations, mais également de contribuer en tant qu'investisseur institutionnel au développement de notre continent. J'ai été complètement charmé de votre témoignage. Monsieur le Président, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. On a deux options, faire cheminer les deux ensemble, parce que l'intérêt de garder l'INAS, c'est que l'INAS est membre de l'Association internationale des actuaires. Maintenant, si demain on passe à ordre, si ce statut international qu'on a avec l'INAS, on peut l'avoir à l'ordre, on fondera les deux structures, en tout cas on verra ce qu'il faut faire. Mais il a joué un rôle éminemment important pour cette organisation. Tout à l'heure, il nous dira quel est le lien qui existe entre l'actuariat et l'énergie. Parce que vraiment, vous avez la personne indiquée pour ça. Maintenant, pour l'association, pour les étudiants de l'IFAGE, vous serez les bienvenus à l'association. L'association a été créée pour soutenir la profession d'actuaire, pour permettre aux actuaires du marché de s'intégrer facilement dans les différentes structures d'accueil que sont les assurances, les banques, les institutions de prévoyance sociale, les institutions de gestion d'actifs, etc., etc. Et pourquoi pas, demain, avec toute l'énergie qui est découverte au Sénégal, pourquoi pas également dans le domaine de l'énergie. Donc, l'association est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous avons le soutien de l'association des assureurs du Sénégal et nous avons également des jeunes très dynamiques. Il y en a, j'ai oublié, il y a donc M. Sougou Farah qui est là. Elle a lâché ma sœur, c'est pourquoi j'oublie son nom souvent. Seynabou, voilà. Il y a Seynabou qui est là, il y a l'IPRES qui est là. Je pense que c'est que malheureusement, j'ai averti Ouri un peu tardivement, mais sinon, tous les actuaires de l'Institut devraient être là. Ouri, oui. Ouais, je l'ai averti un peu tardivement. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous accueillir. Il est bien vrai que nous avons nos conditions d'adhésion. Comme vous êtes en master, c'est sûr qu'avec le master qui est donc affilié à Lyon, donc c'est bien ça, hein? Vous êtes l'actuariat est affilié à Lyon. Pas encore, c'est le truc, c'est la licence. En tout cas, il y a l'assistance technique de Lyon qui est de l'ISFA. Non, pas encore. De toute façon, nous avons dit que pour les membres, une fois que l'IFAGE va présenter son dossier d'accréditation pour son master à l'Institut, nous allons regarder les enseignements qui sont faits. Moi-même, je suis membre du conseil d'administration de l'IFAGE, donc ça règle le problème. Et les futurs membres devront présenter un mémoire devant l'Institut, comme ça se passe partout. Ça, c'est le directeur, le PDG même, je pense que poussera vers cette direction.
parce qu'il faut de la production intellectuelle et c'est extrêmement important. Et on va inciter les actuaires qui sont là donc en service de faire tout pour encadrer les jeunes actuaires qui vont arriver sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais à la réunion internationale des actuaires à Casa avec DR Mami et on s'est rendu compte qu'au Maroc, il y avait l'association comptait plus de 250 actuaires. Et aujourd'hui, vous voyez le développement du marché marocain. Quand vous allez en Afrique du Sud, ils sont plus de 500. Au Kenya, n'en parlons pas. Donc, dans tous les pays développés en Afrique, je ne parle même pas de l'Europe, le nombre d'actuaires par rapport à ce qu'on trouve dans nos pays, vraiment, c'est le jour et la nuit. Je pense qu'aujourd'hui, IFAGE doit faire une bonne activité commerciale pour permettre, surtout aux mathématiciens qui... Moi, ce qui me désole le plus, quand je vois des mathématiciens avoir une maîtrise en mathématiques, les mathématiques sont tellement difficiles. Et se retrouver, quand je rencontre mes promotionnaires de lycée qui sont professeurs de mathématiques, et qui sont dans des conditions, tu te dis, mais c'est injuste. Voilà des gens qui auraient pu faire ces métiers, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas, et ils sont obligés d'aller enseigner dans les écoles privées et autres, et faire un métier d'actuaire, c'est extrêmement important. On a une école de statistique. Je pense que là également, le link va se faire parce qu'effectivement, l'ANSD s'est approché de l'association des assureurs pour voir comment on peut faire pour que les gens se spécialisent un peu après. Donc, il y a un vivier qui est là. Donc, l'IFAGE a un vivier pour puiser pour l'actuariat. Ce qui a mal marché, et ça, je continuerai à le dire, pour le Saphir qu'ils ont créé à l'université, c'est qu'ils sont allés loger cette formation à la FASEC. C'était pas là-bas, c'était à la fac de sciences. Il fallait des mathématiciens, des statisticiens pour vraiment former de bons actuaires. On peut faire une maîtrise en économie et faire l'actuariat, mais cela suppose que vous ayez de bonnes prédispositions en maths et en stats. Parce que c'est la base. C'est la base. Quand vous allez en France, pratiquement dans toutes les écoles d'actuaires sont des écoles de statistiques. Que ce soit l'ENSAE, que ce soit l'ISUP, que ce soit l'ISFA, que ce soit ERIA, etc. C'est des écoles dont vraiment la dominante est statistique et mathématique. Maintenant, pour Mlle Zongo, nous avons le chef du département de mathématiques là-bas. Ah, d'accord, très bien. C'est le président du conseil scientifique et pédagogique. Ok, très bien. Donc, M. Barry, vous avez laissé les gens prendre le Saphir d'actuariat, mais bon, ce n'est pas de votre faute. On sait ce qui s'était passé, mais bon, ce n'est pas grave. Hein? mais IFAGE est là, hein, et puis c'est le président du conseil scientifique et pédagogique de l'IFAGE. Ah, oui, le président Barry. C'est le chef du département mathématique à l'UQAD. Ah, d'accord, très bien. Hein? Tu veux prendre la parole après pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que tu es à la base de tout. Ah oui, mais bien sûr, bon, je te taquine. Je te taquine, ce sont mes... Là, dans les banques, il y a des actuaires actuellement. Quand vous allez... Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est bizarre, mais... parce que le travail d'actuariat dans les banques, j'ai l'impression que, comme nous avons, la plupart de nos banques sont des banques qui appartiennent à des groupes, le travail d'actuariat est fait à Paris, quoi. C'est ce qui s'est passé en Afrique pendant longtemps. Et vous allez à Allianz, je ne suis pas sûr qu'ils ont un actuaire sur place. Ils payent des fees à la maison mère qui fait tout le travail d'actuariat. C'est malheureusement ça. Et aujourd'hui, on devrait vraiment avoir des actuaires sur place qui prennent les choses en main parce que l'écosystème n'est pas le même. Vous ne pouvez pas modéliser des produits là-bas et puis les projeter ici. On doit avoir des gens sur place qui, tous les jours, vont créer des produits qui sont adaptés aux besoins des populations. Parce qu'un produit d'assurance vie créé en France peut ne pas être adapté ici. Ici, aujourd'hui, il faut qu'on crée des produits qui sont adaptés à nos besoins, non seulement adaptés à nos besoins, mais adaptés à nos moyens. Tu ne peux pas créer des produits pour faire payer aux gens 100 000 francs par mois
Aujourd'hui, quand vous faites des produits avec 5 000, 10 000, quand vous regardez le portefeuille, c'est des produits de 10 000, 20 000, 30 000, 15 000, etc. C'est ça qui correspond au pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc les actuaires ont encore du travail à faire. Mais dans les banques, effectivement, ils y sont. Ils sont dans la gestion d'actifs, mais ils sont surtout à la gestion actif-passif. Parce que la gestion actif-passif bancaire est plus redoutable que la gestion actif-passif au niveau des assurances. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'options cachées. Oui. Oui. Il faudrait bien, dans l'exigence de dit, j'ai fait 3 ans de formation en actuariat. Vous apprenez en technique au Suisse. J'ai été sélectionné rigoureusement. C'est des professeurs aussi qui ont été rigoureusement enseignés, qui m'ont évalué rigoureusement. Ici, à la fin du mois, je dois soutenir dans mon boulot. Vous êtes employé. Est-ce que je peux taper à votre porte? Mais je suis très heureux. Je suis très heureux que la question soit posée par elle parce qu'elle a fait quelques mois chez moi. Voilà. Elle a fait un stage. Voilà. Et maintenant, elle s'est dit qu'il est votre appréciation. Mais La question est très directe. Mais Malik, c'est toi. Malik, c'était avec toi. C'est qu'il l'avait trop bien apprécié. Donc, elle ne devrait pas avoir de problème. Compte tenu de la structure de nos sociétés, nous avons une nouvelle approche de l'assurance islamique qui est en train de se faire et qui a typiquement besoin de profils qui pourraient bien être ceux des actuaires. Je veux dire des profils où les gens savent apprécier les risques, connaissent les problèmes juridiques, connaissent les problèmes d'emploi et les questions de l'environnement, les problèmes de l'environnement, parce que c'est le défi que nous avons. Le défi que nous avons consistant à étendre la distribution de l'assurance dans la société consiste à placer les produits à la portée des populations. Et donc, voilà le problème, c'est arriver à faire en sorte que la fréquence et ses coûts moyens et les chargements réduits vous donnent une prime commerciale qui vous permet de supporter, n'est-ce pas? Donc, la voie de l'emploi par un employeur qui va vous aider à faire vos premiers pas est certainement une voie. Elle doit faire penser quand même rapidement à la voie d'un nageur qui va créer lui-même sa propre voie par une espèce de restauration des petites mutuelles. Vous permettez encore une prolongation de la réflexion parce que dans certaines communautés comme les Soninké qui sont des émigrés de longue génération, qui sont des commerçants, qui sont des gens qui voyagent, vous avez eu dernièrement une création d'un festival international Soninké au Sénégal. Maintenant, l'un des enjeux, c'est de créer des outils financiers dans cette communauté. C'est-à-dire que des actuaires, des jeunes gens, des promoteurs peuvent s'associer et venir proposer une formule dans laquelle on va rien, parce que c'est moi, mais il y a les fonds, il y a les Bamileke. Merci M. Kandji, je suis très content d'être invité ici. Merci à mon grand frère, M. Faye. Je pense que ça c'est une très bonne initiative, puisque aujourd'hui, moi quand je suis revenu il y a à peu près 6 ans, j'ai trouvé qu'on était trop en retard sur ce domaine-là. Et donc c'est pourquoi j'avais activé mes réseaux et j'ai connu Grand Faye pour essayer d'apporter mon truc pour lui expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire. La question qui a été posée sur l'énergie est très importante. Puisque je donne mon exemple. Moi, j'ai fait mon actuariat en Pennsylvanie, à Philadelphie, à Temple University. L'année où j'ai fait cela, c'était la déréglementation de l'électricité.
l'électricité venait d'être déréglementée. Et donc, on permettrait maintenant au privé de vendre directement aux ménages de l'électricité, sans pour autant passer par ce qu'on appelle des state utilities, comme la Sénélec par exemple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé partout des bourses d'énergie au niveau des États-Unis, et tout le monde les connaît maintenant. Maintenant, même c'est arrivé en Europe, comme en Angleterre et en Suisse et tout ça. Et donc, ces bourses d'énergie-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récupéraient l'électricité, ils servaient d'intermédiaire entre le demandeur et l'offreur. Et donc, on vendait l'électricité forward, ça veut dire on vend l'électricité pour dire, OK, l'année prochaine, moi, je te donnais à peu près 30 000 MWh. Je donne un exemple. Et donc, la contrepartie et celui qui donne l'électricité se mettent d'accord pour un prix forward. Et bien sûr, ce prix est assujetti aussi au prix de l'intrant, qui est le gaz ou bien le pétrole. Mais l'électricité dépend des aléas climatiques. Et donc, les compagnies d'électricité, quand ça a été réglementé, ils ne savaient pas comment faire pour modéliser ce qu'on appelle les expected loss. Et donc, cette année-là, nous, notre promotionnaire, on était 12. Les compagnies américaines sont venues dans notre école, ils ont pris tout le monde. Ils les ont amenés dans l'électricité. C'est ce qui m'a amené dans l'énergie. Donc l'acteur joue un rôle fondamental dans ces bourses d'énergie-là. Aujourd'hui, on a ça. On a ouvert une bourse d'énergie, nous, maintenant, en Afrique de l'Ouest, à Cotonou. Certainement, vous allez entendre parler de ça. Maintenant, la Sénélec peut vendre de l'électricité au Nigeria. Et donc, pour honorer ses engagements de servir l'électricité à une compagnie du Nigeria, ceci est assujetti aux aléas climatiques. L'actuaire doit développer des modèles de expected loss pour cela. Pour dire, OK, si par exemple quelque chose se passe, voici les pertes attendues. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont importé les modèles de survie, le survival function, ils l'ont amené pour faire cela. Donc, partout aujourd'hui aux États-Unis, l'électricité, partout il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dedans. Sur le pétrole, vous savez, le pétrole est divisé en deux phases. Bon, trois phases. Vous avez le upstream, le midstream et le downstream. Les actuaires sont partout dans le processus. Puisque sur le pipeline, par exemple, quand il y a une fourniture, dans ce qu'on appelle aux États-Unis le Cushing, par exemple, où le pétrole quitte le haut pour venir, le nord pour venir sur les bassins de l'Oklahoma, il y a des aléas climatiques qui peuvent arriver. L'actuaire doit être capable de prédire ces trucs-là. Le débit, l'actuaire doit être capable de prédire. Vous voyez? Et tout ça, c'est des risques financiers énormes. Vous voyez? L'actuaire, donc, down the line, l'actuaire est présent partout. Et même si ça arrive au stockage, en fait, le stockage, nous, on a les stockages cylindriques. Mais, comme on a trouvé du pétrole et du gaz, certainement, on va essayer de développer ce qu'on appelle underground storage facility. C'est-à-dire qu'on va creuser maintenant pour mettre le gaz et le pétrole. Et maintenant, si par exemple, supposons le gaz, on a 3 BCF de stockage qui est relié à un pipeline qui va en haute mer pour fournir le stockage. Là, ça prend presque des jours, voire des semaines pour remplir le stockage. Qu'est-ce qui se passe? Le prix du gaz est volatile. Donc, au début, quand ça sort, jusqu'à ce que ça arrive au stockage, le prix peut changer. Il y a des coûts d'injection, qu'on appelle des injection fees, withdrawing fees. Tout ça, c'est l'actuaire qui peut faire le prix du stockage. En fait, le prix du stockage est tellement difficile à dériver qu'il n'y en a pas beaucoup même qui ont fait des articles dessus. Et ça, principalement, c'est des acteurs qui l'ont fait. Donc, deriving the storage value, c'est vraiment des acteurs qui peuvent le faire. Pour dire vraiment que ce stockage vaut tant. Tenant compte de tout ce qui peut se passer. Tenant compte, par exemple, des contraintes climatiques, des contraintes financières, parce qu'on sait que le produit fait face à une volatilité qui peut être stochastique, comme il a dit tout à l'heure. Donc, l'actuaire est présent dans tous ces domaines. Quand vous venez, par exemple, à la banque, on parle de la banque tout à l'heure, oui. Mais il y a un cours qui s'appelle théorie de la crédibilité. Normalement, vous allez avoir un cours qui s'appelle théorie de la crédibilité. Donc, tout ce qui est credit derivatives,
Aujourd'hui, les banques font ce qu'on appelle le credit default swap. Le credit default swap, c'est l'actuaire qui peut le calculer, puisque la probabilité de mourir dans les modèles de survie devient la probabilité de défaut, tout simplement, de l'obligation. Vous voyez? Donc, les produits structurés de la finance aujourd'hui, c'est les actuaires. Bon, aujourd'hui, il y a un autre métier qu'on appelle les quants, qui n'ont pas fait les modèles de survie. En fait, ils viennent, c'est des quants, le Polytechnique de Paris en forme. C'est un actuaire sans les modèles de survie. Ils ont fait beaucoup de processus stochastiques, parce que, par exemple, le modèle du Black-Scholes dans la finance, c'est des équations différentielles stochastiques. Ils se sont limités là. S'ils prennent, par exemple, la partie modèle de survie, ils deviennent des actuaires. Donc, l'actuaire, en fait, c'est lui le quant, carrément, puisqu'il a fait tout ce que le quant a fait, plus les modèles de survie. Vous voyez? Et aujourd'hui, on parle ici, quand je suis revenu ici, on parle des ingénieurs financiers et tout ça. Des ingénieurs financiers, de celui qui faut faire des montages financiers. Moi, je pense que bon, dans le milieu francophone, peut-être c'est comme ça. Mais en fait, l'actuaire aux États-Unis, c'est lui le financial engineer. C'est lui le financial engineer. Donc, c'est extrêmement important de suivre aujourd'hui avec le risk management qui se développe. Parce que, regardez, on a emprunté beaucoup d'argent, presque eurobond de 1 milliard de dollars. Mais c'est des acteurs qui doivent faire le mark-to-market. Le mark-to-market, là, et je vois que les gens même ne savent pas. Tout à l'heure, ils parlaient de la c'est des acteurs qui doivent le faire. Puisque tu as emprunté et que, par exemple, le floating like, il y a une partie il y a une jambe du taux d'intérêt qui est flottant, et tu fais face, par exemple, à une... Si on parle de eurobond, par exemple, c'est une obligation empruntée dans une monnaie étrangère, tu fais face à ces risques financiers-là, c'est l'acteur qui faut faire ses dérivés. Vous voyez? Bon, mais comme on ne sait pas, on ne sait pas. Exactement. En tout cas, très bien, félicitations. Merci beaucoup. Je crois qu'il a beaucoup plus technique encore, et à la défense, je suis allé voir mon ami On te dit, voilà moi ce que je veux faire. Je veux quitter ce point A pour aller à un point B. L'acteur dit, si je quitte ici, qu'est-ce qui se passe? Tous les phénomènes qui sont entre le point A et le point B, il doit les maîtriser. Il doit les modéliser. Donc, pouvoir arriver sans casse. Quand j'y arrive, qu'est-ce qui peut se passer? Si je dois perdre de l'argent, il faut que je fasse tout pour en perdre le minimum possible. Si je dois en gagner, il faut que je fasse tout pour en gagner le maximum possible. Donc, vraiment, soyez les bienvenus. Merci. Alors, donc, moi, je voudrais simplement remercier encore une fois le conférencier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et nous avons organisé cette rencontre. Elle n'est pas fortuite, puisqu'en fait, vous avez eu à bénéficier donc de discours très brillants de praticiens, parce qu'en fait, à IFAGE, notre marque de fabrique, c'est d'enseigner donc des vécus. Aujourd'hui, le président de l'Institut des actuaires et directeur général de Senvi, il pouvait effectivement, les yeux fermés, vous dire son expérience. Et c'est ça justement qui nous permet, nous, non seulement de pouvoir être à la sortie, parce que nous, ce que nous voulons, c'est qu'à la sortie, nos produits puissent être compétitifs et opérationnels immédiatement. C'est la raison pour laquelle pratiquement tous les enseignants sont des professionnels, aussi bien en assurance qu'en actuariat. Maintenant, tout à l'heure, on a posé le problème de la vulgarisation. Je pense que cette conférence fait partie un peu de cette vulgarisation pour mieux faire connaître le métier.
Mais je pense que nous ne devrions pas nous arrêter là. Nous devrions, en tout cas IFAGE va s'y employer, dans nos campagnes à la fois nationales et internationales, nous essayons aujourd'hui, par exemple, au niveau, et je dois le dire, il y a très peu de Sénégalais aujourd'hui dans la filière actuarielle de IFAGE. Et c'est inquiétant. Donc, je pense qu'il faudrait que davantage de Sénégalais, d'après tout ce qui est dit, je pense qu'il nous faudrait, en tout cas en collaboration avec l'INAS, essayer de voir quelles sont les stratégies qu'il faudrait pour, en rapport avec peut-être le département mathématique, parce que M. Barry est le président du Conseil scientifique et pédagogique de IFAGE, voir quels sont les moyens qu'il faudrait déployer pour intéresser les Sénégalais, pour intéresser en tout cas les Africains, puisqu'en fait aujourd'hui, et c'est dommage de le dire, IFAGE est beaucoup plus connu sur l'international qu'au niveau du Sénégal. Alors, et ça, c'est dommage. Alors que nous avons tous les ans, nous organisons une campagne dans les lycées. Nous faisons un maillage du territoire national. Nous allons partout, à Saint-Louis. Récemment, moi-même, j'ai séjourné aux Prytanée militaires, qui nous ont très bien accueillis. D'ailleurs, nous avons promis que nous allons accorder une bourse, n'est-ce pas, aux gens qui souhaiteraient effectivement parmi eux faire de l'actuariat. Donc je pense qu'il faudrait ensemble que nous puissions, et c'était ça un peu le prétexte de cette conférence, non seulement dire ce que nous faisons à IFAGE, et la chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, tous nos produits en assurance sont pratiquement insérés à 90, voire à 100%. En tout cas, je dis à mes étudiants, ceux qui ne sont pas insérés, c'est parce qu'ils le veulent. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui, après 3 ans de formation, mais vous connaissez le produit d'assurance mieux que le baol-baol du coin, et qui aujourd'hui vend l'assurance. Pourquoi vous êtes technicien de l'assurance, mais vous êtes capable d'aller expliquer ce qu'est l'assurance pour attirer le maximum de gens, pour avoir votre propre portefeuille. Donc, il en va de même, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce que le doyen Bathily était en train de dire est très pertinent. Donc ça, il faudrait que les gens se creusent davantage, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on a besoin davantage d'actuaires dans les compagnies d'assurance, dans les banques, etc. Mais pourquoi pas ce qu'il est en train de dire? Parce que tout ça, ça fait partie de la réflexion qui permet effectivement de créer des vocations d'entrepreneurs. Donc, de pouvoir un peu, à partir évidemment de ce qu'on nous enseigne, essayer de voir comment mettre ça en œuvre pour pouvoir créer, pour pouvoir aider justement à créer ces mutuelles. Donc, et tout ça, à la base, effectivement, nous pensons qu'il y a l'actuariat. Et tout à l'heure, pour en fait matérialiser et illustrer ce que Faye disait tout à l'heure sur la gestion actif-passif, nous étions ensemble à la CIMA lorsque nous avons retiré l'agrément à une société d'assurance ici, l'EMSAT. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par défaut de gestion actif-passif. EMSAT était une compagnie d'assurance automobile qui, tout d'un coup, a pris toutes ses liquidités et a mis sur un immeuble. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont écrit, malheureusement, donc, devant la porte, que donc, le paiement des sinistres était suspendu. Et malheureusement, le président Kourouma, qui était président de Feu Kourouma, qui était président de la commission, était passé par là et a vu ça.
Et au moment où on retirait l'agrément, tout cela, effectivement, c'était devant nous, devant la commission, on a évoqué tous ces problèmes. C'est donc tout ce qu'il était en train de dire. Il y a des illustrations concrètes. Hein? Aujourd'hui, moi, j'ai un client au Congo. Il est plombé par quoi? Parce qu'il a pris également tous ses sous. Il l'a mis dans un immeuble. Ils ont même emprunté en euros. En euros, en plus. Et la alors, dévaluation est arrivée. voilà. Alors, ça c'était une autre... Mais vous voyez que les actuaires sont partout. Même au niveau, tout à l'heure, M. Sougou Farah a parlé de la dette. Même au ministère des Finances, actuellement, il devait y avoir des actuaires. Il y en a un au boss. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Donc, moi, je pense que c'est un métier d'avenir. Aujourd'hui, ce qu'il faut maintenant, c'est d'assurer la vulgarisation. Je pense que ça, c'est le défi aujourd'hui. Pour que les gens connaissent le métier et également qu'on les y intéresse. Et très souvent d'ailleurs, lorsque nous, on fait la campagne, la plupart du temps, les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a les mathématiques. Et comme vous le savez, nous avons malheureusement formé au Sénégal beaucoup plus de littéraires que de mathématiques. Mais pour encourager, encore une fois, donc les séries S, moi je dis souvent que même si vous êtes moyen, vous pouvez être un bon actuaire. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler. Il faut travailler. Vous savez que, bon, voilà un peu, dès le départ, à IFAGE, nous vous présentons, nous disons, voilà ce qu'il faut faire. Et nous sommes prêts à vous y aider. Donc, j'ai devant moi ici le directeur des études qui est un docteur en mathématiques. Donc, en dehors des cours, il prend. Aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train d'ouvrir donc des séances de rattrapage pour les gens du bac. Tout ça sont des initiatives. Et ça, nous le faisons, mais gratuitement. Alors, donc, moi, je pense que c'est un métier, en tout cas, d'avenir. Il vous appartient, vous, les actuaires actuellement, donc, qui est en bout de formation, de sensibiliser, de continuer à sensibiliser un peu vos camarades, de continuer donc de prolonger, en tout cas, cette conférence pour que, véritablement, nous puissions nous intéresser à la matière pour pouvoir la développer. En tout cas, IFAGE se met, encore je le dis officiellement, à la disposition de l'INANS. Je l'ai dit à l'Association des assureurs du Sénégal. J'ai dit que vous avez là un instrument qui est là pour pouvoir vous aider à faire vos études. Parce que nos masters, nous avons de bons produits en master qui pourraient aider à la réflexion sur des sujets que la fédération, parce qu'ils ont des commissions techniques. Mais s'il y a des sujets, nous pouvons effectivement aider à faire avancer la réflexion. Ne serait-ce que, dans un premier temps, essayer donc de vous mâcher le travail. Moi, aujourd'hui, tous mes discours, toutes mes recherches, ce sont mes collaborateurs parce que je suis en train de mettre en place une task force au niveau des IFAGE. N'est-ce pas la recherche-développement? Il devait déboucher sur une école doctorale. Donc, tout cela, ce sont des projets que nous avons qui vont nous permettre aujourd'hui de participer véritablement au développement du pays, au développement des métiers, puisqu'en fait, M. Sougou Farah ne me démentira pas, mais c'est au niveau des universités aux États-Unis, en tout cas où les réflexions sont menées. M. Faye, aujourd'hui, il est tellement occupé, tellement pris, qu'il y a des sujets sur lesquels il voudrait mener la réflexion, mais il n'en a pas le temps. Mais aujourd'hui, il peut s'adresser à IFAGE sur des thèmes déterminés pour que nous, avec mes étudiants, on puisse effectivement l'aider au moins à amorcer la réflexion. Je pense qu'aujourd'hui, IFAGE, en tout cas, se veut un creuset. Donc, disponible pour mettre en place véritablement, avec ses étudiants, ses compétences au service un peu de la profession.
Vraiment, je voudrais encore une fois vous remercier. Remercier donc l'ensemble donc, des participants à cette conférence et également vous dire que nous sommes à votre disposition. IFAJ est là pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Effectivement, nous avons vu que l'Afrique était un peu derrière dans l'assurance mondiale avec un taux de pénétration de 1,3%. Mais fort heureusement, par ailleurs, les perspectives de développement sont extrêmement importantes en Afrique, et notamment dans le domaine de l'assurance vie. Pourquoi dans le domaine de l'assurance vie, on a constaté ces dernières années, quand vous regardez au niveau de la FANAF, nous avons un taux de croissance moyen qui est aussi autour de 3-4%. Mais quand vous regardez le cas particulier du Sénégal, nous avons un taux de croissance de 2 chiffres. En 2016, déjà, ce taux de croissance était à 25%. Qu'est-ce qui l'explique? Moi, je pense que les Sénégalais ont maintenant acquis un comportement un peu plus rationnel. Au-delà du fait qu'il y a un dynamisme au niveau des compagnies d'assurance qui sont devenues de plus en plus créatrices de produits nouveaux adaptés aux besoins des Sénégalais. Mais les Sénégalais commencent à acquérir la notion d'épargne, au vu surtout de la modicité des rentes qui sont servies par les institutions de prévoyance sociale. Chacun d'entre nous a besoin d'avoir un complément de retraite, au-delà aussi de l'activité bancaire qui se développe et qui nécessite pour tous les emprunteurs un contrat d'essai pour se couvrir en cas d'événement malheureux. Tout à l'heure, vous aviez énoncé plusieurs propositions pour booster cette croissance. Pouvez-vous y revenir? Voilà, pour booster cette croissance, il faut absolument qu'il y ait un environnement bien assaini, c'est-à-dire qu'il y ait une stabilité au niveau du pays, qu'il y ait des moyens, que la croissance profite aux Sénégalais et augmente un peu leur pouvoir d'achat, mais également il faut qu'il y ait de bonnes ressources humaines pour accompagner ce développement. Parce que si toutes les conditions sont réunies et que les ressources qui sont chargées d'animer ce marché, les ressources humaines, je voulais bien dire, chargées d'animer ce marché ne sont pas bien formées, je pense qu'on n'ira pas loin. Et un cadre juridique? Oui, le cadre juridique aussi est important parce que c'est la réglementation. Il faut une réglementation adaptée. Comme on dit, trop de réglementation tue la réglementation. Nous avons assisté ces dernières années à une inflation de réglementation au niveau de la CIMA. Moi, j'ose le dire, je suis un ancien de la CIMA et jamais le rythme de règlement n'a été aussi élevé. Il y en a qui sont très bonnes parce que protégeant bien entendu les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. D'autres trop contraignantes risquent de freiner aujourd'hui l'élan de développement que nous connaissons au niveau du secteur. Communiquer. Il faut communiquer, il faut éduquer, il faut informer. Parce que l'assurance quand même, si ça s'est développé dans les pays du Nord, c'est parce que c'est important. Aujourd'hui, personne ne peut prendre en charge les dommages causés par son automobile lorsque, je donne un exemple, quelqu'un passe à Sandaga, heurte un camion qui transporte du pétrole, le camion brûle, fait tomber les immeubles qui sont là-bas et tue des personnes. Aucune personne ne peut supporter ce genre de sinistre. Donc l'assurance est extrêmement importante à ce niveau. Concernant l'assurance vie, je pense que les Sénégalais ont compris, en voyant leurs parents arriver à la retraite avec leur unique pension de l'IPRES, et ils ont compris qu'il fallait quand même d'autres moyens pour prévenir à la retraite. L'autre paiement, c'est lié à la faiblesse des souscriptions individuelles. Est-ce que cela n'est pas dû à la faiblesse du pouvoir d'achat local? Il y a le pouvoir d'achat local, mais par expérience, il y a la méconnaissance de l'activité. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur expliques l'intérêt de l'assurance vie, par exemple, mais il y en a beaucoup qui ont souscrit, qui te disent, moi, si je savais ça, j'aurais souscrit il y a longtemps. Il y a la méconnaissance des produits. Évidemment,
effectivement, les assureurs sénégalais et en général africains n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire, le travail de vulgarisation, le travail de sensibilisation, le travail d'information pour permettre aux populations de souscrire un contrat d'assurance. Mais aussi un manque de confiance. Bon, le manque de confiance est né du fait qu'il y a eu, avant la mise en place de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, des sociétés d'assurance qui n'étaient pas aux normes. C'est ça le problème. Et la CIMA est passée. Depuis que la CIMA a été instituée en 1992 et a commencé ses activités en 1995, aujourd'hui, on connaît vraiment une embellie au niveau du secteur des assurances. Il y a moins de problèmes, il y a moins de sociétés qui font défaut au moment de payer les sinistres. On a connu avant, vous savez, quand vous vendez une prestation, quand vous vendez quelque chose qui n'est pas d'immatériel, la confiance doit régner. Au moindre défaut, ça peut décourager tout le monde. Et ça s'est effectivement passé dans le secteur des assurances. Ce n'est pas seulement au Sénégal, ça s'est passé dans tous les pays africains. Si bien que quand la CIMA est arrivée en 1995, les premiers contrôles ont épinglé beaucoup de compagnies qui n'étaient pas aux normes. Les agréments ont été liquidés. Aujourd'hui, si vous dirigez une compagnie d'assurance, vous n'en dormez pas. Moi qui suis un ancien contrôleur, après 10 ans, la première fois qu'on m'a contrôlé, ce n'était pas du tout évident. Et de manière succincte, est-ce qu'on peut avoir un résumé de l'apport de l'actuariat dans le secteur des assurances? Voilà, très bien. L'actuariat, si vous voulez, l'actuaire, c'est le mathématicien des assurances. Et les assurances, c'est de la statistique, mais de la statistique organisée, modélisée. L'actuaire, qui est un mathématicien, statisticien, qui prévoit l'avenir, est un élément indispensable du fonctionnement des assurances. C'est-à-dire le fondement même de l'assurance, c'est l'actuariat. Après l'actuariat, vous voyez quelqu'un qui vend un produit d'assurance, il va venir vous dire que ça coûte tant. Mais ça coûte tant, lui, il ne sait même pas peut-être parfois d'où vient ce prix. C'est un actuaire qui l'a fixé. Les prix ne sont pas fixés au pif. Ils ont été fixés à partir de l'observation avec des statistiques et ça a été le travail d'un actuaire. Donc, on ne peut pas faire de l'assurance sans de l'actuariat. C'est comme la banque, c'est comme les institutions financières. Tout marche et à la base, il y a des calculs mathématiques complexes qui sont le travail des actuaires. Un métier peu connu. Très bien, un métier peu connu, effectivement. Africains qui sortent des grandes écoles françaises, malheureusement, sont réemployés sur place. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail qui devra être fait au niveau du Sénégal, en tout cas au niveau de nos États, pour permettre aux actuaires qui sont en France de revenir pour servir nos marchés. Merci beaucoup. C'est vrai que ce métier-là soit vraiment un métier connu et vraiment qui contribuerait au développement du Sénégal. Je pense qu'il faudra beaucoup de sensibilisation. Il faudra une vulgarisation très poussée pour que les gens puissent effectivement embrasser cette carrière. Évidemment, il faudrait des scientifiques, comme on l'a dit. Il faudrait que de plus en plus les scientifiques, les packs scientifiques s'intéressent, n'est-ce pas, à cette science moderne. Qui a effectivement, parce que les gens ne connaissent pas, mais c'est l'un des métiers les mieux payés au monde. Et aujourd'hui, il le dit, que les gens, les actuaires qui sont formés en France préfèrent rester en France. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont employés très facilement, mais également ils sont très très bien payés. Nous, pour ce qui nous concerne, nous pensons que c'est un défi énorme à relever. Et pour cela, l'Institut IFAGE, aujourd'hui, en collaboration avec l'Institut des actuaires, je pense qu'en synergie, nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce domaine. Nous pouvons donc mieux sensibiliser les actuaires et leur dire qu'il y a des places à prendre. Si vous êtes bien formé, donc vous pouvez effectivement très rapidement trouver du travail. Mais ça, évidemment, pour y parvenir, il faut beaucoup travailler. Même si on est un bac moyen, scientifique moyen,
vous avez des possibilités en travaillant de manière ardue, en tout cas au niveau du IFAGE, on peut vous aider à effectivement relever le défi et être véritablement, avoir son diplôme et être compétent et véritablement opérationnel au bout. Voilà un peu ce que nous entendons mener, les actions que nous entendons mener. Aujourd'hui, en collaboration avec l'Institut national des actuaires, pour pouvoir un peu relever le défi, intéresser les jeunes Sénégalais à ce nouveau métier.